Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire intitulé Eureka BFC, découvrez un outil pour lutter contre le sexisme et renforcer l'égalité professionnelle femmes-hommes. Alors je suis Céline Roussel, je suis chargée de mission à l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. C'est la structure qui a été missionnée par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, ainsi que par la DRET, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, à la fois pour construire le site Eureka BFC qu'on va vous présenter aujourd'hui et pour animer ce webinaire. On a 3 temps qui vont ponctuer cette rencontre ensemble. Le premier qui sera consacré à un retour sur où on en est en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes, puisqu'on profite de l'approche de la journée internationale des droits des femmes. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est dans le mois de l'égalité, donc pour faire un petit point sur des constats et les orientations des politiques publiques en la matière. Donc pour cette partie, je serai accompagnée donc de Laurence Guillet, qui est directrice régionale à l'égalité, aux droits des femmes et à l'égalité, ainsi que Monsieur Salès, donc qui est directeur adjoint au sein de la DRETS et en charge du pôle 2ECS, donc à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Un deuxième temps où on sera accompagné, donc là l'idée c'est de mettre en perspective un petit peu ces constats et orientations avec ce qui se passe dans les entreprises. Donc on aura une représentante d'entreprise, Madame Valérie Pellerin, qui est DRH de chez Smoby, et Madame Anne Coste de Champron, qui est secrétaire générale pour les affaires régionales auprès du préfet de la région et de la Côte d'Or. Et enfin, on terminera avec une présentation du site Eureka BFC, donc présentation qui sera assurée par Sophie Cotillard, ma collègue au sein de l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. D'un point de vue technique, avant de démarrer, alors on a prévu des petites séquences de chat pour que vous puissiez poser vos questions et réponses. Si vous puissiez poser vos questions, qu'on puisse vous répondre surtout dans le chat. Alors on a des temps prévus, maintenant il y a la théorie, il y a la réalité. Si on n'a pas le temps de traiter vos questions en live, on vous enverra des petites réponses par mail sous format d'un document Word. Voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Donc pour cette première séquence, on va démarrer cette rencontre. Donc on a auprès de nous, je vous le disais tout à l'heure, Laurence Guillet, qui est directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, représentante des services de l'État, et Patrick Salès, donc, qui est directeur régional adjoint de la DRETS et en charge du pôle 2ECS. Alors avant de vous donner la parole, on va projeter une petite vidéo que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site Eureka BFC, qu'on vous présentera en fin de webinaire. Une petite vidéo où on est allé questionner des passants à Dijon. Donc c'est des hommes et des femmes de tous âges qui nous font part de leur état des lieux, de l'égalité professionnelle femmes-hommes au travail. Je vous propose qu'on la regarde ensemble. Pourquoi la femme n'a pas le même salaire qu'un homme alors qu'elle a fait les mêmes études et devoir se battre en tant que femme pour avoir autant que les hommes, je trouve que c'est même pas normal en fait. Il y a énormément de sujets, le salaire, mais aussi le temps libre, la liberté, les choix de vie, la maternité, etc. Moi j'étais dans l'éducation nationale et j'étais chef d'établissement. Et j'ai constaté qu'on laissait très souvent les femmes principales de collège et les hommes proviseurs. C'était beaucoup plus difficile d'accéder à des grands postes. Quand même, la plupart des femmes avaient largement les compétences. J'ai eu maille à partir avec un adjoint qui m'a presque mis la main aux fesses, quoi. Et là, je peux vous dire que j'ai une réaction très violente. Des anciennes collègues qui se sont fait réprimander lorsqu'elles annonçaient leur deuxième grossesse en leur demandant si elles connaissaient vraiment la contraception. Des petites réflexions pour rabaisser en fait, devant les autres. J'ai jamais entendu personnellement des propos, on va dire, très très graves, mais disons que c'est du sexisme, on va dire, décomplexé. Ce
qui est très important, c'est déjà d'avoir une bonne sensibilisation, formation auprès vraiment du public homme, puisque bien souvent le problème vient de là. C'est un petit peu changer les mentalités au niveau des entrepreneurs, c'est surtout ça. Peut-être des quotas pour que les femmes accèdent à des postes à responsabilité, parce que c'est souvent un petit peu la problématique. Tout reste une éducation. Après, ça reste une éducation bien sûr au niveau scolaire, mais elle est d'abord et avant tout dans la famille. Alors, vous avez vu ce petit micro-trottoir. Alors, Laurence Guillet, on voit que plusieurs constats sont dressés par ces personnes. Une persistance des inégalités de traitement entre femmes et hommes, notamment sur la rémunération, des difficultés dans l'articulation des temps de vie, une persistance des plafonds de verre, du sexisme qui va des propos aux agressions, l'impact de la maternité. Alors ça, c'est plutôt des vécus, des ressentis par les patients qu'on est allé interroger. En tant que directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on en est sur ce sujet et puis peut-être quelles sont les priorités et actions de l'État sur ces questions-là? Oui, Céline. Alors déjà, peut-être pour poser le cadre, qu'est-ce que c'est que la direction régionale aux droits des femmes et l'égalité? Donc c'est un service déconcentré qui représente le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Donc en fait, on pilote, on anime et on déploie la politique publique de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc dans nos missions, pour être bref quand même et pour vous replacer le contexte, il y a la lutte et la prévention contre les violences particulièrement faites aux femmes, puisque comme vous le savez, c'est plus de 85% des violences qui sont faites aux femmes, mais il y a également des hommes. La question de l'égalité professionnelle, parmi laquelle l'entrepreneuriat des femmes. La question également de l'égalité qu'on appelle à l'école, la culture de l'égalité, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que plus de filles aillent dans des filières, par exemple scientifiques, et des garçons dans des filières plutôt dites féminines, c'est-à-dire tout ce qui touche aux soins, à la santé de manière générale. Donc voilà les missions que l'on exerce sur le territoire. Donc oui, pour répondre à la question, il reste des inégalités de traitement, notamment professionnelles, et qui ont un coût pour la société. Les écarts de rémunération, par exemple, revenu salarial en équivalent temps plein, donc on est sur le même pied d'égalité entre femmes et hommes, de 100% temps plein. L'écart reste de 17% en entreprise et de 12% dans la fonction publique. Ça, ce sont des chiffres de 2021. En entreprise, les salaires les plus hauts, plus le salaire est haut, moins les femmes sont présentes sur les postes. Les femmes sont effectivement plus diplômées, mais moins bien insérées sur le marché professionnel. Elles sont en majorité sous statut employé, 40% d'entre elles. En majorité en temps partiel et en temps partiel contraint, c'est-à-dire avec des horaires morcelés. Notamment, je vous donne un exemple très simple, les caissières de supermarché qui ont des horaires très morcelés dans la journée. Le temps partiel choisi l'est majoritairement par les femmes. Le temps partiel choisi, c'est pour s'occuper par exemple des enfants ou être aidant familial. Donc tout ça a des conséquences, donc entraîne souvent de la précarité, de la pauvreté. Ça a également des conséquences sur l'évolution professionnelle, sur la carrière et en fin de course sur la retraite. On l'a vu tout à l'heure, les femmes se concentrent dans certains métiers, le soin, les services à la personne, l'éducation, et sont sous-représentées dans l'industrie, alors que ce sont des métiers en tension où on recrute, contrairement aux hommes, et on trouve la même similitude pour les hommes qui sont plutôt concentrés sur ces métiers-là et moins présents dans les métiers dits féminins. Donc malgré tout cela, ça évolue. Notamment en décembre 2021, une loi a été votée, la dernière loi sur le sujet, sur l'égalité professionnelle. On a parlé des quotas tout à l'heure, mais il y en est question, puisqu'il y a mis en place maintenant 2 quotas pour les postes de direction, avec un objectif de 40% de femmes dans les postes de direction en 2030. Il y a également toute une série de mesures pour faciliter le retour à l'emploi des mères, des places dans les crèches à vocation d'insertion professionnelle, l'amélioration des prestations familiales. Et puis également un dernier élément, c'est comment mieux articuler les temps de vie femmes-hommes. Donc là, je voulais souligner également le fait que le congé paternité a été allongé, que le congé parental maintenant est partagé. Donc on voit bien qu'en fait c'est un enjeu majeur, cette question d'égalité professionnelle, notamment pour l'autonomie économique des femmes. C'est un enjeu qu'on partage dans notre région qui est essentiellement rurale,
où l'emploi se concentre dans des pôles urbains et où les femmes peuvent être souvent en situation de monoparentalité. Donc l'objectif, c'est bien de faire progresser l'emploi de ces femmes dans plus de secteurs d'activité et en lien avec les besoins de notre territoire. Mais c'est aussi lever les représentations sur les métiers vus comme féminins pour les ouvrir aux hommes et donc finalement accroître la mixité dans tous les secteurs d'activité. Parmi les exemples qu'on peut citer qui sont mis en œuvre dans notre territoire, mais M. Salès en évoquera également d'autres, mise en place par l'État. On parlait de sensibilisation des hommes tout à l'heure, donc il y a bien la mise en place de formations, de sensibilisation à ce que c'est que la culture de l'égalité et notamment l'égalité professionnelle, la constitution de réseaux de correspondants ou de référents égalité qui sont mis en place dans les entreprises et dans la fonction publique. On pilote également et on déploie des dispositifs de pré-emploi, on va les appeler comme ça, sur des secteurs qui sont en tension, notamment sur le numérique, mais pas que. Et il y a également des opérations de speed meeting, de rencontres rapides entre des femmes et des entreprises qui recrutent dans des métiers en tension. Voilà. Donc, pour conclure, l'égalité professionnelle, c'est une mobilisation de tous, que ce soit les acteurs publics, l'État, les collectivités, mais également les acteurs privés et les entreprises en premier lieu, parce qu'on ne peut pas avancer sur cette question si on n'embarque pas tout le monde sur le sujet. Merci, merci Madame Guillet pour ces précisions. Donc on a vu pas mal de constats qui reprennent ce qui a été évoqué par les passants dans le micro-trottoir et en même temps des actions et on voit que les choses évoluent. Du côté des entreprises, Monsieur Salès, donc on l'a vu, il y a des obligations. Il y en a une à laquelle je pense qui est d'actualité, qui est l'index, parce que le 1er mars, les entreprises doivent publier leurs index à cette période. Donc on est en plein dedans. Quels sont vos constats à vous en tant que directeur régional adjoint de la DRETS? Est-ce que ça contribue à faire évoluer les choses, ces dispositifs réglementaires, et quels sont les besoins pour demain de votre point de vue? Alors, la direction régionale économie, emploi, compétences, économie, emploi, travail, solidarité agit sur l'égalité professionnelle sur deux aspects, à la fois l'aspect réglementaire, comme on vient de l'évoquer, mais aussi sur un aspect en accompagnement. Donc, sur le premier aspect, en termes de réglementation, il y a effectivement l'index, mais pas simplement, c'est aussi une obligation réglementaire. Alors, l'index s'applique aux entreprises qui ont plus de 50 salariés, donc c'est lié au calendrier. Effectivement, il y a une publication une fois par an au début mars de la valeur de l'index, mais il y a aussi l'obligation pour ces entreprises-là de négocier dans les entreprises sur l'égalité professionnelle, au sens large, pas simplement sur l'aspect rémunération qui est traduit par l'index, mais aussi sur les conditions de travail et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, quels sont les résultats de l'index sur ces quelques dernières années? Alors, les chiffres de 2022 sont en cours de consolidation, ils ne sont pas encore disponibles, mais les chiffres de 2021 montraient que la Bourgogne-Franche-Comté était à un index de 85. Donc, en fait, l'index, c'est un chiffre qui peut aller jusqu'à 100. Et il faut avoir au moins 75 pour avoir un index de bonne qualité. Lorsqu'on est en dessous de 75, c'est significatif d'un certain nombre de dysfonctionnements et de non-égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc aujourd'hui, le résultat moyen sur la Bourgogne-Franche-Comté est de 85 et il est au même niveau que le niveau national. Alors les premiers constats qu'on fait depuis la mise en place de l'index, c'est que ça a permis d'avoir un référentiel commun pour toutes les entreprises, d'avoir une méthode commune de comptage sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alors, on convient, certains disent que la méthode n'est pas si simple, c'est clair, mais en tout cas, elle existe et elle permet de comparer et de mesurer l'évolution de cet index pour une entreprise. Deuxième aspect, dans une entreprise, elle a pour obligation de communiquer cet index, et en particulier à destination des partenaires sociaux. Donc ça permet à l'ensemble des salariés, et ça donne à l'ensemble des salariés d'avoir connaissance de cet index, et ça permet d'avoir une visibilité importante du thème de l'égalité salariale, alors qu'on ne l'avait pas auparavant. Et puis l'index, il peut être publié sur le site internet de l'entreprise, donc on est sur une visibilité encore plus large, ce qui permet à tous d'avoir une visibilité, une appréciation, une vision de quel est l'index de l'entreprise concernée, y compris les salariés, mais aussi y compris les clients. Et donc, on est sur de la communication interne dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà sur l'aspect réglementaire.
Sur le deuxième aspect, qui n'est pas que régalien, on est aussi au sein de l'adresse dans une logique d'accompagnement. Et il reste un certain nombre de choses à faire. Madame Guillet venait de l'évoquer sur la mixité des métiers, avec un certain nombre de métiers qui ne sont pas du tout mixtes. Peu de femmes dans l'informatique et dans le numérique, peu d'hommes dans le service à la personne. Ce sont deux exemples qu'on cite assez régulièrement. Alors, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là, au niveau régional? D'abord, on essaye d'avoir une mobilisation en amont pour une information sur les métiers et pour déconstruire un certain nombre de stéréotypes à l'école, vers les étudiants. Donc ça va aussi sur la mobilisation des entreprises. Donc le webinaire qu'on est en train de faire contribue à justement essayer de déconstruire certaines choses et aborder le sujet. Et il y a une action que nous menons depuis quelques mois avec une association qui s'appelle FAIT sur les structures d'insertion par l'activité économique. Donc on ne restreint pas le champ uniquement à l'entreprise, mais on l'élargit. La deuxième idée, c'est aussi de mobiliser l'ensemble des prescripteurs et en particulier les acteurs du service public de l'emploi pour avoir bien conscience de ne pas avoir de préjugés genrés dans la proposition des postes qui peut être faite à des demandeurs d'emploi, à des jeunes, à des personnes en situation de handicap. Donc à ce propos, une convention vient d'être signée avec Pôle emploi en ce début d'année 2022 qui a 3 objectifs: lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité professionnelle et accompagner l'insertion économique des femmes. Le 3e point, c'est la mobilisation des partenaires sociaux. Donc, dans le cadre du CREFOP, donc le Conseil régional emploi, formation, orientation professionnelle, une matinée spéciale a eu lieu sur l'égalité professionnelle, ce qui a permis de faire un peu un tour de table de ce qui était fait avec un retour à la fois des organisations salariales et des organisations patronales. Une charte a été signée l'année dernière avec 7 organisations syndicales en vue d'accompagner les représentants syndicaux et les membres des CSE sur le décryptage des données de l'index pour pouvoir agir dans le cadre des négociations, tel que je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a un travail aussi avec les branches professionnelles. Donc, un travail qui peut être direct, c'est ce qu'on est en train de faire avec Numéum et la branche du numérique pour faire connaître les métiers du numérique aux femmes et de susciter des vocations, ou indirect, comme ça avait été fait avec l'ARACT en particulier, il y a quelques années, sur un site qui s'appelait Adomipro, sur le service à la personne, pour déconstruire l'ensemble de ces stéréotypes. Donc on est bien sur une double action, à la fois du régalien et aussi de l'accompagnement. Merci à vous, Monsieur Salès, pour ces informations. Alors, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il y a toujours des progrès à faire, même si les choses bougent. Il y a des priorités, notamment en termes de mixité. Je ne vais pas toutes les reciter. Vous parliez tout à l'heure de la mobilisation nécessaire qui est impulsée par l'État de la part des organismes de l'emploi dont on fait partie en tant qu'ARACT. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, alors sans dévoiler l'outil que Sophie nous présentera tout à l'heure, mais sur vos ambitions par rapport à l'ARACT vis-à-vis de l'outil du projet Eurega BFC? Alors, l'ambition de ce projet, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des structures, qu'elles soient privées ou publiques, un certain nombre d'outils qui permettent d'avancer sur l'égalité professionnelle. Donc on est bien dans la fourniture d'outils, d'accès facile, un outil simple qui a pour vocation à faire monter en compétences et à développer non seulement la logique, mais aussi développer cette égalité professionnelle. Et donc, pourquoi on a choisi aussi la structure de l'ARACT? C'est parce que alors, d'une part, parce qu'il y a une vraie volonté nationale de travailler sur le sujet. Donc, il y a une convention nationale qui a été signée entre le ministère du Travail et l'Agence nationale, donc l'ANACT, qui vise un certain nombre d'objectifs à la fois sur le plan régional, enfin la santé au travail, mais le thème de l'égalité professionnelle apparaît extrêmement clairement dans la feuille de route de l'ANACT et donc des ARACT alors pas cette année, mais pas que cette année, mais depuis déjà de nombreuses années. Et puis c'est aussi une volonté de prendre un acteur, de s'appuyer sur un acteur qui a une connaissance du domaine, qui a déjà travaillé, qui a une connaissance de ce que c'est que la qualité de vie au travail, et l'égalité professionnelle, l'équilibre des temps en font partie, et puis qui
a une connaissance aussi des entreprises dans une logique ouverte, c'est-à-dire pas simplement une logique salariée, mais aussi une logique patronale. C'est vrai que votre conseil d'administration représente les deux parties, et c'est ça qui nous intéressait de pouvoir s'appuyer sur un acteur qui a cette vision globale de l'ensemble les différentes visions sur cet aspect-là. Et donc, les services de l'État sont, c'est une priorité gouvernementale, comme l'évoquait Madame Guillet, de promouvoir l'égalité des chances et en particulier l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. D'accord. Merci à vous. Laurence, est-ce que vous voulez... Non, juste préciser que le site qui va vous être présenté, je ne vais pas dire qu'il est en version 1, mais si quand même, puisque c'est la première version, il va évoluer bien entendu. Et il va s'enrichir aussi des travaux qui vont être menés auprès des entreprises, avec les entreprises et avec les différentes collectivités territoriales, puisque pour l'instant, il regroupe la fonction publique d'État, mais l'objectif, c'est de pouvoir le mettre à disposition des 2 autres fonctions publiques. Voilà. Ok, merci à vous pour vos interventions. On va passer à la partie témoignage d'entreprise. Donc, je vais accueillir... J'espère que ça va, que la technique ne va pas nous faire faux bond. Donc, on accueille normalement Anne Coste de Champron, qui est secrétaire générale aux affaires régionales. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais réessayer. Voilà, c'est les aléas de la technique du jour J. On va essayer encore, on va se laisser 1 ou 2 minutes et si ça ne fonctionne pas, je passerai la parole à Madame Valérie Pellerin. Donc manifestement, je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est les aléas, il faut s'adapter. Madame Pellerin, alors vous êtes, en fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs constats qui émergeaient dans l'état des lieux sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, notamment des enjeux de mixité sur lesquels vous allez pouvoir aussi nous éclairer un petit peu. Donc vous êtes DRH de l'entreprise Smoby Toys SAS, qui appartient au groupe allemand Simba Dickies Group depuis 2008, j'espère que je le prononce bien. Smoby, donc c'est 380 salariés. C'est une entreprise qui est basée dans le Jura, qui compte 6 sites. Et c'est un sujet, je crois, d'égalité professionnelle que vous connaissez bien, sur lequel vous êtes très investi et sur lequel vous avez des choses à nous dire. Vous avez un point de vue un point de vue que je vais vous demander de nous expliquer un petit peu sur quelles actions il faudrait mener. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur votre avis sur le sujet ? Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Alors effectivement, pour moi, il y a effectivement un enjeu de taille qui est la mixité des emplois. Je trouve que plus d'égalité passe par la mixité des emplois. Alors ça passe par quoi? Ça passe effectivement par les compétences, faciliter l'accès aux formations, mais aussi l'amélioration des conditions de travail. En tout cas, pour moi, ce que je connais dans l'industrie, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on a pu mettre en place chez Smoby, mais ça passe aussi, et ça a été dit par Madame Guillet également, tous ces stéréotypes et faciliter l'accès des jeunes filles vers ces métiers plus techniques et plus valorisés, plus scientifiques, et ce qui leur permettront en tout cas d'aller dans les métiers de l'industrie, sur les métiers qui sont vraiment en tension, sur lesquels on recrute. Et cette élévation du niveau de compétence, cet accès à tous les métiers, à cette mixité, permettra forcément et nécessairement plus d'égalité salariale. Merci à vous. Du coup, alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que chez Smoby, justement en matière de mixité, vous avez une mixité apparente puisqu'il y a 60% d'hommes et en gros, grosso modo, 40% de femmes, si c'est bien ça. Est-ce que vous avez pu constater des inégalités liées à des difficultés d'accès au poste, justement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ça? Alors oui, tout à fait, vous parlez d'effectifs, donc là on est plutôt sur des éléments de parité, mais ça c'est
c'est vraiment des chiffres globaux sur la totalité de l'effectif de l'entreprise. Par contre, chez Smoby, on cumule différents métiers. Nous sommes concepteurs, fabricants de jouets, donc on a, je dirais, beaucoup de métiers. Ça va des services supports, de la création, de la conception, mais aussi des métiers dans l'industrie, des métiers d'atelier. Donc moi, en 30 ans, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise et 30 ans dans l'industrie, j'ai vraiment pu constater des évolutions. Et ces évolutions, elles sont déjà passées, bon, déjà par l'accès au travail de nuit des femmes, hein, c'est pas quelque chose qui était accessible depuis tout le temps. Et ça bloquait quand même une certaine forme d'égalité salariale, parce que les postes de nuit sont beaucoup plus valorisés. Donc on a pu s'ouvrir là-dessus par les évolutions législatives. Mais nous, on a aussi beaucoup travaillé sur les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail. Moi, historiquement, il y avait des postes où on nous disait je ne peux pas mettre une femme à ce poste-là parce que le poste est trop pénible. Et en fait, on a travaillé sur comment réduire cette pénibilité au sein de nos ateliers. Alors, ça a un double impact qui est extrêmement positif, c'est que ça permet non seulement l'accès aux femmes sur certains postes qui ne leur étaient pas accessibles pour des raisons de pénibilité, mais ça améliore aussi les problématiques de conditions de travail des hommes ou la réduction de maladies professionnelles ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'était des a priori un petit peu raccourcis. Et on a aussi travaillé sur aussi les montées en qualification sur des postes qui étaient typiquement réservés à des hommes et très techniques, comme des postes, nous, qui sont en tension aujourd'hui, monteurs-régleurs, mécaniciens moulistes, ou par des formations internes, et notamment les CQP, on a permis l'accessibilité à ces postes. Alors, du coup, si je résume, hein, en gros, ce que vous dites, le frein, c'est pas forcément d'être une femme, hein, c'est vraiment le frein, c'est les conditions de travail et on peut les compétences. Les compétences. C'est les compétences, d'accord. Donc vous nous avez détaillé un certain nombre d'actions que vous avez menées, donc des actions pour intégrer des femmes sur des métiers a priori plutôt dits masculins. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaitez aborder? Je crois que vous avez fait aussi pas mal d'actions de communication pour faire connaître les métiers, puisqu'on en parlait en introduction. Il y a aussi une méconnaissance de la part des jeunes filles. Enfin, il y a des actions à mener quand on fait face à une pénurie de candidats hein, sur certains métiers. Les femmes peuvent faire partie d'un vivier, entre guillemets, mais il faut faire connaître les métiers. Qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, de ce côté-là? Nous, on essaye d'intervenir chaque fois qu'on est sollicité au niveau des jeunes, dans les collèges, les lycées, pour l'orientation. Prochainement, là, on va être sollicité sur l'intervention sur un lycée. On va essayer d'être présent, de faire connaître le métier. On a quelques exemples où on a pu faire former en interne et faire progresser des femmes sur des métiers techniques hein, qui n'étaient pas du tout évidents. Par exemple, on a l'exemple d'une jeune femme qui était dans l'hôtellerie, qui a commencé par un poste, qui a découvert l'industrie en commençant sur un poste d'opérateur en plasturgie et qui s'est vraiment intéressée au métier. Et on l'a formée, on lui a permis de passer un CQP et aujourd'hui, elle est monteur-régleur en extrusion-soufflage. De la même manière, on a une jeune femme qui était employée administrative avec la pratique de langue. Hein, comme elle le dit très bien elle-même, comme elle parlait anglais, on l'a mis dans un poste administratif. Et en fait, elle s'est découvert une passion pour les métiers techniques et aujourd'hui, elle est mécanicien mouliste. Et on a travaillé aussi sur des vidéos, des témoignages de ces deux jeunes filles, et ce qui nous permet aujourd'hui de démontrer que c'est possible et que c'est accessible. Elles sont très épanouies dans ce qu'elles font et ça, nous, on s'en sert pour… alors, sur les réseaux sociaux, on communique sur ces témoignages, à la fois pour recruter peut-être des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont sans emploi,
parce qu'on souhaite développer encore plus notre école interne pour permettre l'accessibilité à ces métiers. Je le rappelle, hein, ce sont des métiers en tension, avec de très beaux avenirs professionnels et des salaires tout à fait bien valorisés, et aussi pour les jeunes qui sont en recherche d'orientation. Voilà. Donc ça, c'est des actions qu'on mène. On continue à travailler sur les compétences par le biais de la formation professionnelle en interne et le passage de CQP, parce que toutes ces filières techniques ont été un petit peu boudées, hein, ces dernières années. Et puis on continue à travailler bien sûr sur l'amélioration des conditions de travail et sur tous les stéréotypes qu'il peut y avoir. Voilà. Moi-même, hein, je suis arrivée il y a 30 ans dans l'industrie, hein, j'ai dû... il y a quand même une évolution des mentalités. Et pour m'imposer, et quand même, à l'époque, il y avait peu de femmes dans l'industrie, j'ai dû quand même travailler plus que les autres pour m'imposer. Je suis très sensible à ces sujets. C'est comme des femmes en logistique, caristes. Il y a quelques années, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on a su montrer que c'était possible. Voilà. Merci à vous pour ce témoignage. Alors, on a un petit peu de temps là. Si on a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'en avais peut-être une ou voire deux pour faire la transition avec la partie suivante également. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide? Il me semble que vous avez une aide financière, en tout cas sur un dispositif quand vous avez voulu bouger les conditions de travail. Je vous laisse nous en dire plus, Madame Pellerin. Travailler avec effectivement les services de l'État pour signer un contrat de mixité. On en a fait 2 parce que ça représentait d'importants investissements, et on a été aidé pour travailler sur l'amélioration des conditions de travail, effectivement, dans le cadre de contrats pour la mixité. Oui, je vous invite à en parler parce qu'effectivement, parmi les inscrits, on a quand même pas mal d'entreprises qui participent, et ça peut être intéressant aussi de savoir que ce type de dispositif existe encore et peut être mobilisable sur un certain nombre de choses. Vous pouvez retrouver les infos sur le site du ministère du Travail. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage qui illustre bien finalement comment au sein des entreprises des problématiques de mixité peuvent se poser et les actions qui peuvent être menées. Je vais rebondir sur ce que vous disiez aussi, hein, il y a des représentations qui ont évolué aujourd'hui sur la place de la femme et la place des hommes dans l'entreprise, mais c'est pas toujours évident de faire sa place justement. Et ça renvoie à un sujet aujourd'hui qui est un vaste sujet et qui est beaucoup abordé, c'est le sujet du sexisme. Alors, ça a émergé assez fortement avec des mouvements sociaux qu'on a tous connus, qui datent déjà d'il y a quelques années, comme MeToo. On a tous pris conscience, du coup, à cette époque, de l'ampleur de ce sujet, c'est-à-dire des actes et des pratiques qui posent une différence de statut et de dignité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est très en lien, notamment, avec la persistance de stéréotypes de genre dans la société. Et finalement, c'est ce que vous avez fait, Madame Pellerin, dans votre entreprise. Hein, en agissant, on essaye de déconstruire les stéréotypes de genre qui peuvent persister entre femmes et hommes, qu'on a tous. Hein, on est tous et tous, on n'est pas exempt de ce mécanisme cognitif. Et dans le travail, concrètement, ça peut se manifester, alors soit par du sexisme ordinaire, du harcèlement, des agressions sexuelles, si on va vraiment très loin, mais en tout cas, c'est par une difficulté pour les hommes et les femmes de pouvoir travailler ensemble dans des relations respectueuses les uns des autres. Alors du coup, je vous propose un petit sondage parce que là, du coup, l'idée c'est d'aborder un autre point, finalement, une autre priorité hein, qui est aussi aujourd'hui actuelle sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et qui est un sujet qui n'est pas toujours simple pour les entreprises à aborder. Donc pour la petite transition, alors on a préparé un petit sondage, vous pouvez le trouver en dessous de votre icône chat. Je vais vous inviter à aller sur la première question. Donc elle est numérotée, hein, vous en avez plusieurs. Je vous invite vraiment à aller uniquement sur la première. Combien de femmes salariées non cadres ont-elles été confrontées directement au sexisme? Et là, on vous propose donc plusieurs réponses, trois choix. Je vous invite à du coup répondre. Je vous laisse quelques minutes pour répondre donc au sondage.
Je vois que ça bouge un petit peu. Alors, on serait plutôt en tendance sur 47%. Ça bouge. Allez, je ne maintiens pas plus longtemps le suspense. Je ferme les votes. Il y a 18% qui apparaît un petit peu. Alors, effectivement, en fait, c'est bien 47% de femmes salariées non cadres qui ont été directement confrontées au sexisme. Alors, soit en tant que témoin, 37%, soit en tant que cible directe. Donc ça, c'est une enquête qui date de 2016, qui précise ces éléments-là et qui montre quand même l'ampleur du coup de ce phénomène. Je vous propose maintenant une dernière question. Je vais vous demander d'aller sur la question 3 du sondage qui vise à essayer de voir un petit peu combien d'employeurs ont mis en place des actions de prévention. Donc c'est la question 3, hein, parce qu'on en a plusieurs. Attention à ne pas se perdre dans les sondages. J'ai ouvert les votes, vous pouvez y aller. Alors, je vous laisse quelques minutes, pour répondre à ce sondage. Alors, je vois aussi qu'on a des questions dans le chat, mais je n'arrive pas forcément à les voir. Je verrai tout à l'heure. Alors, donc, combien d'employeurs ont mis en place des actions de prévention? Je le disais, c'est pas forcément un sujet évident. Là aussi, alors quand même une grande majorité d'entre vous là qui pencherait plutôt sur le 18%, mais c'est mitigé avec le 36%. Pareil, donc je ferme les votes. En fait, effectivement, on a seulement, entre guillemets, alors c'est une enquête qui a relativisé dans le sens où elle date de 2014 et toutes les obligations sur le sujet qui sont en cours aujourd'hui n'étaient pas. Mais en tout cas, c'est 18% des employeurs qui ont mis en place, ces actions de prévention. Donc on voit que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident, qui est difficile à aborder. Et un des leviers, c'est la sensibilisation, sensibiliser aux représentations. Un petit peu ce que c'est dans la continuité de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Madame Pellerin, avec les vidéos que vous aviez tournées pour faire valoir et communiquer sur des métiers a priori masculins qui peuvent être tenus par des femmes. Donc sensibiliser, bouger les représentations et agir sur les stéréotypes pour avoir un meilleur repérage des actes est souhaitable, mais c'est pas toujours facile de savoir comment on s'y prend, d'avoir un discours qui puisse être audible aussi pour les salariés ou les agents de l'entreprise ou de la fonction publique. Donc je vous propose de regarder une petite vidéo. Donc c'est la vidéo d'EDF que vous pourrez aussi retrouver sur notre site Eureka que Sophie vous présentera tout à l'heure. Et Monsieur Aubenich nous explique comment ils ont agi sur justement ces stéréotypes et le sexisme au travail. Je vous projette la vidéo tout de suite. C'est important de traiter les problématiques d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travail. Il faut travailler dessus de façon à ce que on corrige les biais, on prenne conscience de ce que nous faisons dans l'entreprise et puis on accompagne aussi le mouvement sociétal. On a aujourd'hui à disposition et en ressources pour l'ensemble des équipes d'EDF et notamment les équipes de Dijon, des kits pour agir, notamment autour du harcèlement sexuel, du sexisme ordinaire, qui ont pour objet de définir les choses et en même temps d'avoir les clés pour agir. Quand ça se passe, qu'est-ce que je fais? Je suis un collègue, je repère une collègue qui subit du harcèlement, vers qui je me tourne, qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je suis protégé, quel risque je prends. On fixe les lignes blanches et on dit surtout comment on agit derrière, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les portes à ouvrir et comment les gens sont sécurisés dans leurs actions et dans leurs alertes. Et puis depuis 2016 maintenant, on met en place des kits sexisme qui sont renouvelés chaque année, qui sont plutôt des kits d'animation en réunion d'équipe. Vous voulez discuter de la question, vous prenez un quart d'heure et ça permet d'ouvrir l'écoute à des collègues qui disent finalement je suis pas à l'aise quand vous dites ça.
et l'équipe s'en rend compte et c'est très apaisé. On n'est pas dans une relation de tension autour du sexisme ordinaire. On en prend conscience, on en discute, et on essaye de le mettre à distance. Alors les conditions de réussite d'une sensibilisation, c'est un peu de préparation, ça se prépare. Il faut au moins avoir un b.a.-ba pour pas dire de bêtises. Et puis après, dans la façon de le porter vers les personnes au sein de l'entreprise, l'essentiel est de ne pas stigmatiser, de ne pas culpabiliser. L'enjeu, c'est la compréhension, la mise à distance, puis la prise de conscience de ce que chacun et chacune d'entre nous peut porter au quotidien en matière notamment de sexisme ordinaire. Quand on regarde les 20 ans qui viennent de s'écouler, on est incroyablement fiers du chemin parcouru et on est pleinement conscient du chemin qui nous reste à parcourir. Donc effectivement, on voit la vidéo EDF est vraiment intéressante dans le sens où elle donne des pistes pour pouvoir agir sur les questions de sexisme. Alors, je vais juste un petit problème technique, enfin en tout cas un petit ajustement. Donc on voit comment une entreprise a pu s'emparer de ce sujet et agir sur les stéréotypes. Donc j'étais en train de regarder les questions justement, plusieurs questions, hein, notamment sur la mixité. Bien rappeler que c'est pas aussi que des femmes sur des postes d'hommes, mais ça peut être aussi l'inverse, effectivement. Merci de le préciser. Comment faire pour les attirer et arrêter avec ce type de stéréotypes. Alors les attirer, on a vu Madame Pellerin hein, qui a expliqué aussi comment elle pouvait faire des actions de communication. Alors elles peuvent être aussi pensées justement pour, à l'inverse, attirer des hommes sur des métiers plutôt dits entre guillemets féminins. Et puis EDF montre bien aussi comment on peut sensibiliser aux questions de sexisme. C'est un levier aussi pour bouger les représentations et aussi faire évoluer, alors même si ça prend du temps, faire évoluer le sujet. Une autre question, est-ce que vous auriez des pistes sur comment s'attaquer aux inégalités qui touchent les cadres et les fameux plafonds de verre? Alors là, je vous propose qu'on revienne dessus tout à l'heure avec Sophie, parce qu'on a des témoignages dans la besace. Les entreprises en parleront bien mieux que nous, sauf si Madame Pellerin veut réagir, n'hésitez pas sur les plafonds de verre hein, qui touchent encore les femmes. Et puis, bien sûr, hein, tout ce qui est évoqué là peut être applicable et appliqué à la fois dans tout type de structure, hein, que ce soit secteur privé, fonction publique et différents statuts, y compris le statut associatif. Hein. Du coup, ce que je vous propose, Valérie Pellerin, est-ce que vous voulez réagir à ces questions ou pas? Est-ce qu'on peut passer à la séquence suivante? Bon, moi, je reste persuadée qu'au niveau des plafonds de verre, il faut arriver à travailler sur les compétences. Parce qu'à compétences identiques, à poste identique, il n'y a aucune raison qu'il y ait des différences de rémunération. Donc, c'est vraiment, souvent, c'est lié. Alors, bon, après, sur les postes de direction, ça change aussi, mais il faut travailler sur les compétences, voilà, et sur l'accessibilité à tous les postes sans aucun a priori, que ce soit homme-femme, mais on l'a dit tout à l'heure hein, en amont, des jeunes, des moins jeunes, des gens avec le handicap. Globalement, c'est travailler sur aucun critère discriminant. C'est permettre à tout le monde d'accéder à tous les postes et de se baser sur des compétences, des qualités professionnelles et d'essayer de faire tomber tout le reste. Voilà. Il faut travailler là-dessus. Mais comme la parentalité, hein, on a beaucoup parlé de ça, mais c'est pareil. Moi, il y a quelques années, lorsqu'un papa venait demander un congé parental, c'était assez mal perçu. Aujourd'hui, c'est vrai que ça choque plus personne qu'un jeune papa prenne du temps ou partage le congé parental. Mais il y a quelques années, un homme avec des responsabilités qui prenait du temps, c'était très mal perçu. Voilà. C'est quand même toutes ces évolutions professionnelles et sociétales qu'on accompagne et c'est important. C'est vraiment important.
Pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, moi je retiens deux choses. Il y a l'aspect compétence et puis il y a des choses un petit peu plus sociologiques qui bougent un petit peu sur la place des pères, notamment dans la parentalité, et qui vient se traduire aussi dans l'entreprise. Alors pour faire la transition avec notre dernière séquence, on a effectivement pu repérer des entreprises en région qui ont agi aussi sur notamment comment essayer de casser ces plafonds de verre, ou en tout cas de faire en sorte qu'ils soient un peu moins présents en agissant sur les compétences. Vous pourrez retrouver un ensemble de ressources sur le site qu'on va vous présenter. Donc Sophie, on se tutoie, on est collègues. Sophie Coteliard, tu es chargée de mission à l'ARACT et tu as fait partie de l'équipe projet Eureka. On était 4 avec Isabelle Couette et Florence Laperto, qu'on salue d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est l'outil Eureka BFC, où on retrouvera un certain nombre de ressources qu'on a présentées tout à l'heure, à savoir le micro-trottoir et la vidéo d'EDF. Merci Céline. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter notre outil Eureka BFC. Donc concrètement, afin de vous expliquer plus en détail, nous sommes partis d'un constat simple pour réaliser ce projet, c'est que pour agir sur le thème de l'égalité professionnelle femmes-hommes, on a besoin au final d'outiller les entreprises et leur donner en fait à trouver de la bonne information, une information pertinente, une information utile, fiable, et que cette recherche documentaire se fasse dans un minimum de temps, qu'elle soit le moins chronophage possible. Et malheureusement, force est de constater que sur Internet, on peut encore s'en apercevoir, il y a une masse de documents qu'on retrouve, donc il est vraiment en fait compliqué de trouver la bonne information. Si vous avez une idée dans votre recherche, une idée de sujets précis qui ont attrait à l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est toujours en fait compliqué de trouver le bon document. Puisque en fait ces documents sont logés aux quatre coins d'Internet, si je puis dire. Ça peut être sur des sites institutionnels, des sites gouvernementaux, ça peut être aussi sur YouTube tout simplement. Et alors cette recherche peut très vite être chronophage. C'est pour ça qu'on a créé en fait cet outil qui est en réalité un moteur de recherche où on recentre en fait une sélection de documents utiles qui ont attrait au sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc concrètement, la cible de ce site, de notre site, on a voulu en fait une cible très large. Elle concerne, ça va concerner aussi bien les acteurs du service public, les acteurs du privé, mais aussi les partenaires institutionnels. Et vraiment, en fait, on a voulu aussi cibler l'ensemble des acteurs de l'entreprise, que ce soit la direction, les représentants du personnel, les salariés, les agents, les référents égalité. Voilà, vraiment avoir une cible le plus large possible. Donc voilà, concrètement, l'idée derrière ce projet, c'est de se dire, vous avez besoin au final d'accéder rapidement à de l'information précise. On va vous faire le travail de recherche, on va condenser ça dans un site internet pour vous faciliter le travail. Voilà, je dis bien condenser puisque l'un des partis pris en fait pour ce projet, c'était vraiment de ne pas au final reproduire le flou qui peut exister sur Internet. C'est vraiment, on n'a pas voulu être exhaustif. C'est vrai, on va vous présenter une sélection de documents. Voilà. Oui, donc c'est un espèce de Google sur l'égalité professionnelle à destination de la fonction publique et du secteur privé qui ont des besoins particuliers et différents pour s'outiller, parce qu'il y a un vrai besoin de ce qu'on fait aujourd'hui avec les questions du chat, ça permet vraiment de montrer ça. On a besoin en tant qu'entreprise parfois aussi d'avoir des idées et des outils, d'accéder à des documents précis pour agir sur ce sujet-là. Et du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressources sur ce site, peut-être les formats, les sujets, voilà. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, il va y avoir en fait deux types de ressources. Au final, vous allez pouvoir avoir accès à une sélection de ressources déjà existantes. Puis aussi, comme on le disait tout à l'heure, une sélection de ressources que nous avons nous-mêmes tournées, des vidéos au final de bonnes pratiques d'entreprise. Vous pouvez voir en fait des acteurs de l'entreprise, des dirigeants, des témoignages qui ont attrait au sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
Et notamment, si je vous donne un exemple, l'exemple en fait d'une vidéo qu'on a tournée chez Soreca Automobile, qui va exposer le sujet de l'intégration d'une femme dans un métier d'homme, un métier plutôt physique. Voilà, pour vous donner un exemple. Après, concernant les autres ressources qui existent sur le site, on a au final en fait une quarantaine de ressources. Donc je reviens en fait sur le côté non exhaustif. Une quarantaine de ressources qui existent en fait sous des formats différents. Ça peut être des podcasts, ça peut être des affiches, ça peut être des PowerPoints. Et ces ressources en fait concernent aussi bien en fait sont issues aussi bien de sources régionales que nationales. Voilà. Et puis, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'effectivement, comme l'idée c'est de faciliter l'accès à la recherche d'informations, c'est qu'on a fait une petite analyse des besoins pour la manière dont on a classé les infos. C'est ça. Auparavant, en fait, pour construire le site, on a interviewé en fait pas mal d'entreprises pour ressortir en fait leurs besoins, et en fonction, en fait, on a hiérarchisé les informations pour qu'elles soient les plus accessibles possibles et les plus intuitives possibles. Et puis à la fois pour rebondir sur ce que tu dis, à la fois le type de ressources qui ont été sélectionnées, où on a vu qu'il fallait plutôt avoir des ressources qui soient fiables au sens des gens qu'on a eu au téléphone, c'est-à-dire plutôt des sources institutionnelles, plutôt pas des guides qui font 150 pages mais courtes, voilà. Donc peut-être que le mieux c'est que tu nous présentes le site. On va faire un petit partage d'écran, donc là toujours pareil, on espère que ça va bien marcher. Ce qu'on vous demandera, c'est peut-être par contre juste de réserver vos questions pour la fin de séquence, même si on y a accès là. Pendant le temps de présentation du site, on ne pourra pas forcément regarder le chat. Donc voilà, si vous pouvez simplement garder au frigo vos questions. Alors là, je vais mettre un partage d'écran et Sophie va nous présenter le site. Donc on espère que vous voyez bien le site et on demande à Aurélien, notre modérateur, s'il y a un souci, de nous faire un petit SMS. On sera vigilante à réajuster les choses si pour les participants, c'est pas jouable. Vas-y Sophie. Donc voilà, là vous avez accès à notre page d'accueil. Donc voilà, concrètement, en fait, on a voulu vraiment un site épuré, le plus intuitif possible. Donc là, vous avez en fait en haut de page d'accueil, vous pouvez voir en fait une barre de recherche en fait que vous devez compléter pour accéder au condensé de ressources. Et au bas de cette page d'accueil, vous pouvez voir en fait, les fameux tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Alors concrètement, si je reviens sur la barre de sélection, donc voilà, Eureka, ça marche avec une barre. Vous pouvez orienter en fait votre recherche en fonction de 3 niveaux. Tout d'abord, vous renseignez de quel secteur vous êtes issu, donc secteur privé et secteur public. C'était quelque chose d'important qui ressortait aussi dans les interviews des entreprises, en fait, puisque les besoins sont différents selon qu'on travaille dans le privé que dans le public. Donc, premier niveau d'information à sélectionner. Deuxième niveau, alors là, ça va concerner le sujet. Vous devez sélectionner au final le sujet qui vous intéresse. Alors, vous pouvez vous informer sur le sexisme, harcèlement sexuel, ou la conciliation vie privée, vie professionnelle, et notamment tous les sujets qui ont trait à la grossesse, la parentalité, mais aussi des sujets comme le salaire, le recrutement et le promotion et les carrières professionnelles. Voilà l'ensemble des sujets dont vous pouvez en fait que vous pouvez sélectionner. En troisième position, vous sélectionnez en fait votre type de besoin. Donc là, soit votre sélection va se faire en fonction, si vous avez en tête un support précis, donc là vous allez appuyer sur accéder à un support, ou sinon si vous voulez arriver à une action concrète, vous tapez sur action. Donc pour vous donner plus de détails, voilà. Accéder à un support, au final, quel type de support a-t-on à disposition Eureka? Des affiches, des vidéos, des webinaires, des MOOC, mais aussi des guides, des kits, des plaquettes, des sites internet, des podcasts, des diaporamas, des PowerPoint et des quiz. Donc là, c'est pour la partie, si vous recherchez précisément un format précis de document. Voilà. Mais vous pouvez aussi en fait faire la recherche en fonction de l'action que vous avez à mener au sein de votre entité. Donc soit enrichir ses connaissances, soit faire le point, diagnostiquer,
soit agir, accéder à des exemples, des témoignages, ou soit communiquer, sensibiliser. Voilà les grandes catégories. Et au final, après, vous cliquez sur Recherche et vous accédez à une sélection de documents. Est-ce que tu peux nous montrer du coup, là par exemple, une recherche, si tu nous en fais une Oui, par exemple, en fait, je vais demander par exemple à Madame Pellerin, voilà, quel type de document, à quel type de document souhaitez-vous avoir accès? Voilà. Si je vous demande, si vous devez travailler sur l'égalité professionnelle, quel document vous intéresserait sur le site? Écoutez, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir des affiches ou voir comment je pourrais, au sein de l'entreprise, mener une campagne de sensibilisation aux agissements sexistes au travail, par exemple. D'accord, ok. D'accord. Alors, c'est une demande qui revient aussi souvent, en fait, dans les interviews qu'on a pu réaliser. Alors, concrètement, en 1, vous tapez, donc, vous êtes des secteur privé. Alors, vous voulez des informations plutôt sur le sexisme et harcèlement sexuel, donc vous tapez sur la première coche. Et là, vous avez déjà une idée précise en fait du format du document auquel vous voulez accéder. Donc là, vous tapez sur accéder à un support et là, affiche. Et on lance la recherche. Et concrètement, voilà, la recherche vous donne accès à 3 types de documents issus. Voilà. Alors, 3 types de documents issus de sources différentes, aussi bien départementales, nationales que régionales. Donc voilà, vous pouvez avoir en fait accès en un clin d'œil, toujours en fait cette quête de rapidité en fait pour avoir accès rapidement aux documents dont on a besoin. Vous pouvez avoir accès en un clin d'œil au titre du document, mais aussi au nombre de visionnages, au temps de lecture et à la source du document. Agrémenté de petits cryptogrammes qui indiquent en fait le type de document. Et juste, si vous basculez votre souris sur le document, vous voyez, que ce soit celui-là, que ce soit celui-là, ça vous ouvre ça vous ouvre l'accès à de nouvelles informations. Là, par exemple, ça va vous préciser ce qu'on y trouve dans le document, sans avoir à y cliquer. Parce que c'était aussi une demande des entreprises, c'est ne pas être obligé de rentrer dans le document pour savoir de quoi il en retourne. Donc là, par exemple, sur ce type de document, ce qu'on y trouve, 4 affiches illustrant les violences sexistes et sexuelles. Donc l'auteur, donc c'est l'association FAIT. Vous pouvez voir en fait qu'il y a la popularité du document, donc 9 visionnages. Le temps de lecture, 1 minute. La parution donc 2020, c'était important aussi de connaître l'année de parution, notamment quand on recherche par exemple des documents chiffrés, on aime bien, on préfère en fait que ça soit des documents récents. Et pour des raisons souvent de sécurité, en fait, les entreprises nous ont demandé d'afficher en fait l'adresse du document. Voilà, que ce soit au niveau de la source, les entreprises préfèrent être sécurisées et savoir en fait si c'est une source institutionnelle, comme le disait Céline tout à l'heure. Voilà. Du coup, merci Sophie pour la présentation. Je vois qu'il est 57. Alors peut-être pour terminer, garder quelques questions si on a le temps. Alors peut-être et préciser que dans les entreprises qu'on a filmées, donc on a 6 vidéos, on a EDF, vous l'avez vu, on a un micro-trottoir, mais on a aussi la DRAF qui s'exprime, Soreca Automobile, Peugeot Motocycle et puis IBP sur différents axes que vous voyez à l'écran. On vous invite vraiment à aller voir le site et à aller naviguer dessus. On va repasser sur on va arrêter le partage d'écran et puis pardon, excuse-moi, hop, et on va revenir sur notre webinaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, le site il est accessible maintenant. Vous pouvez d'ores et déjà vous connecter. Donc il y avait une question, est-ce que vos ressources comme Eureka est utilisable dans d'autres régions? Alors Eureka, c'est le site qui peut bien sûr être utilisé et mobilisé par toute entreprise et toute structure d'autres régions, puisqu'on l'a vu, les ressources qui sont dessus sont vraiment
il y a un ensemble de ressources aussi bien régionales que nationales, donc c'est tout à fait utilisable par tous. Tout à fait. Et puis, on vous a mis, vous trouverez à l'issue du webinaire, on vous a mis un petit document téléchargeable qui est un flyer où vous retrouvez le nom du site et vous avez juste à cliquer dessus et ben, du coup, ça vous amène sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être un document aussi que vous diffusez en interne auprès de vos collègues pour en faire la promotion. Voilà. Et donc, comme le disait Madame Guillet en introduction, ce site, pour l'instant, il est en V1, entre guillemets, hein, donc il sera amené aussi à s'enrichir au fur et à mesure du temps. On doit préciser un petit peu tout ça sur les prochaines semaines, mais l'idée, c'est qu'il puisse évoluer. Je regarde dans le chat, il est 59. Si on n'a pas d'autres questions, si Eureka est un logiciel permettant de faire de la veille juridique, alors, très bonne question. Non, on a pris parti dans les critères de choix des documents. C'était vraiment de garder l'information juridique est quand même très facilement accessible par ailleurs et elle est quand même assez, liée à un moment donné. Elle peut vite changer. Donc du coup, Eureka, l'idée c'était d'avoir plutôt de faciliter l'accès à des outils. À des informations qui sont assez valables dans le temps parce que les gens qu'on a eu au téléphone besoin d'outils en fait et d'avoir de l'info fiable et c'est pour ça qu'on s'est arrêté d'ailleurs dans la sélection à des documents qui datent pas plus de 2016. Voilà. C'est un parti pris. Oui. C'est un parti pris. Voilà. D'où le fait qu'on soit sur quelque chose, tu disais, de non exhaustif. Eh bien, écoutez, il est 13h. On vous a présenté le site. On remercie toutes et tous nos intervenants, parce que ce n'était pas que des femmes, pardon. Merci à Laurence Guillet, merci à Patrick Salès, merci à Valérie Pellerin, merci à toi Sophie pour avoir présenté le site. Merci à toi Céline. Et puis merci à vous qui avez participé à ce webinaire. On espère que vous y trouverez des ressources intéressantes. Et que vous irez sur notre site. Et puis, en attendant, on vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de semaine. Bon appétit. Voilà. Au revoir. Au revoir.